Bonjour à tous les amis ponctuels qui sont là pile à l'heure. On va attendre peut-être juste un petit peu qu'il y ait d'autres amis qui nous rejoignent avant de commencer notre séance de questions-réponses. Commençons. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie d'être là avec moi pendant une heure pour parler du pays. Je me suis pas mal prononcé ces dernières semaines, ces derniers temps. J'étais assez actif sur les réseaux sociaux. J'ai fait des déclarations qui apparemment ont eu leur effet, positif ou négatif. Mais je pense que c'est toujours important de pouvoir échanger, notamment avec la jeunesse, avec les personnes qui réfléchissent, qui se sentent concernées par les questions du Congo qui traversent une période, comme on le sait, particulièrement dramatique. Donc je vais sélectionner, c'est la première fois que je fais cet exercice, donc vous m'excuserez. Je suis à la base, je le confesse, un technopathe. Donc espérons que la technologie ne va pas nous lâcher en cours de route. Et puis je choisirai des questions, je pourrais malheureusement évidemment pas répondre aux questions de tout le monde, j'essaierai de prendre les plus importantes et qui couvrent les aspects les plus complémentaires. Et puis j'ai pris un petit bloc et je noterai éventuellement des questions au fur et à mesure que je les lirai. Alors, pas de son SVP, est-ce que le son marche bien? Est-ce que le son marche bien? C'est bon, le son marche? Super, bon, apparemment le son marche. Alors, je vois ici une question d'Alfred Ito qui me demande au fait, c'est quoi ton projet pour le Congo? Bah, paradoxalement, tout le monde me prête des ambitions politiques, mais je n'en ai pas. J'aimerais le reconfirmer. Je ne fais pas ce que je fais, je ne prends pas les positions fortes que je prends parce que je vois une opportunité d'accéder au pouvoir. J'ai des valeurs et une culture qui sont complètement différentes. D'abord, j'ai déjà des responsabilités importantes. C'est-à-dire, j'ai de nombreuses entreprises et salariés qui comptent sur moi. C'est une période de crise un peu partout en Afrique. Et donc, effectivement, j'ai beaucoup de responsabilités. Je prends la parole parce que je constate que mon pays souffre, qu'il va mal, et que malheureusement, les personnes qui ont la responsabilité de sa gestion, de sa protection, sont en train de franchir des lignes rouges, de trahir leur serment et d'un certain point de vue de trahir notre pays. Mon objectif, ma vision, mon idée, c'est que je ne pense pas que le Congo puisse aller bien si on ne crée pas définitivement au Congo une culture des textes, du respect des textes, des lois, de la parole donnée, si on ne met pas certaines valeurs au centre de la vie publique, le respect du bien commun, le respect de la vie humaine. Et par rapport à ça, j'ai décidé justement d'essayer de, à ma façon, jouer un rôle. Jouer un rôle pour essayer d'aider le pays dans la mesure de mes capacités, c'est-à-dire surtout essayer d'éveiller les consciences, essayer de apaiser les peines quand c'est possible, comme ça a été le cas avec les réfugiés que j'ai vus à Dundo, dans la province de Lunda North en Angola, qui venaient du Kasaï. Ça m'a beaucoup heurté, ça m'a beaucoup touché. C'est vrai que même si ça fait longtemps que je ne vis pas au Congo, j'ai gardé une image du Congo qui était celle de ma jeunesse. Et jamais j'aurais pensé voir les choses que j'y ai vues. Donc j'essaye d'adoucir les peines quand c'est possible, même si je me rends compte que ce n'est pas des solutions qui vont résoudre tous les problèmes. Mais en même temps, je considère qu'il est de ma responsabilité d'utiliser la surface qui est la mienne pour communiquer, essayer d'éveiller les consciences de tous nos concitoyens. D'abord sur le fait, un, que la situation qui se passe au Congo n'est pas normale et inacceptable. Deux, sur le fait qu'il est inutile de se tourner toujours vers l'extérieur pour essayer soit de chercher des aides, soit de trouver des excuses ou des explications à nos malheurs. Et trois, parce que je pense que la solution, elle est à l'intérieur de nous, elle est entre nous, les Congolais.
Il y a déjà une forte pression qui est en cours au niveau international. Et je pense réellement qu'aujourd'hui, il y a un moment qui est un moment, une opportunité unique dans l'histoire. C'est que le peuple congolais dise clairement ce qu'il est, de quoi il est fait, ce qu'il veut, ce qu'il accepte, ce qu'il n'accepte pas. Et je pense qu'on sera peut-être jamais, peut-être plus jamais dans notre histoire confronté à une infamie de la nature de celle à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Donc voilà, c'est une occasion pour tous les Congolais, en âme et conscience, de faire leur examen de conscience et de décider. Est-ce qu'on on continue sur cette voie-là et on rebascule vers la Deuxième République et on continue ce cirque politico-médiatique qui nous est servi tous les jours? Ou est-ce qu'on dit stop, ça n'est pas le Congo que nous voulons et nous sommes prêts à refuser, à mettre les pieds dans la porte, à faire front de manière, j'ai toujours dit pacifique, parce que je pense que on ne guérit pas les souffrances avec plus de souffrance, et on ne résout pas la violence avec plus de violence. Ça, c'est une vue de l'esprit. Et à tel point même que dans les réseaux sociaux, j'ai vu beaucoup de gens qui ont réagi, peut-être qu'il y a des réactions, là il y a tellement de questions, il y en a beaucoup qui déboulent, c'est difficile de faire le tri. Mais j'ai vu dans les réseaux sociaux qu'il y a beaucoup de gens, notamment des jeunes gens, qui me disent tout le temps, mais prenez prenons les armes, vous avez des moyens financiers, vous pouvez convaincre des pays voisins de venir nous aider. Et j'ai vraiment l'impression parfois que les gens qui parlent comme ça sont plus des gens peut-être du pouvoir qui essayent de décourager ou de troubler l'opinion publique. Aujourd'hui au Congo, il n'y a pas lieu de rajouter de la guerre. Il y a déjà de la guerre pratiquement partout dans le Congo. Les populations civiles sont exsangues, souffrent. Les enfants ne vont plus à l'école. Il n'y a plus l'État est quasi inexistant. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on rajoute encore des turbulences à tout ça? Je ne le pense pas. Donc pour moi, il faut une solution pacifique. Donc voilà le sens de mon engagement pour répondre à votre question. Je vais essayer de regarder les autres questions qui sont là. Les amis, là, est-ce que vous avez vu des questions que vous pouvez éventuellement, qui m'auraient échappé? Pas d'armes, on est d'accord. Alors, futur président, encore une fois, je le répète, je suis pas candidat. Et puis, de toute manière, c'est intéressant. Je ne suis pas au courant qu'il y ait des élections présidentielles prévues au Congo, étant donné qu'il n'y a pas de calendrier. La CENI, ou ce qu'il en reste en termes de crédibilité, reste muette à ce sujet. Je vous rappelle que s'il n'y a pas de calendrier d'ici le 31 juillet, ça voudra dire qu'il n'y aura pas d'élection cette année. Et de ce que je comprends, la position de la majorité présidentielle, c'est d'abord que, le président Kabila reste au pouvoir tant qu'il n'y a pas d'élection, donc soit qu'il n'y a pas d'opposants, soit qu'il n'y a pas de calendrier, soit qu'il n'y a pas de moyens, soit qu'il y a une force majeure. Ça veut dire que tout ce qui se passe de mauvais dans le pays, qui détruit notre pays, en fait, leur servent. C'est pour ça que je dis que c'est instrumentalisé. À chaque fois qu'on tue des gens dans le Kasaï, eh ben, on a toujours quelqu'un de la MP pour venir nous dire oui, mais alors on ne va pas le faire sans le Kasaï. Et donc on se rend vraiment compte qu'il y a non seulement une mauvaise foi, mais un manque total de décence. C'est morbide que des responsables congolais qui se disent patriotes, qui se disent mondistes, profitent des malheurs du peuple congolais pour arriver à développer leur agenda politique. Et donc, de ce point de vue-là, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'élection ou de présidence. J'ai l'impression en plus qu'on nous dit maintenant que il faut, soit il y a un cas de force majeure, il n'y a pas d'élection et donc il faudrait un référendum. J'ai l'impression que tout le monde est vraiment contre au Congo. Je ne pense pas me tromper. En tout cas, une grande majorité de la population trouverait ça inacceptable. Ou alors, on nous parle maintenant de la démocratie de proximité, de l'autorité de proximité, ce qui voudrait dire en fait procéder à d'autres élections, qui seraient des élections locales, avant les élections présidentielles et législatives. Donc c'est bien le problème aujourd'hui du Congo, c'est que j'ai le sentiment que si on ne fait rien avant la fin de l'année, c'est-à-dire avant le moment là où se terminent les accords de la Saint-Sylvestre, qui même s'ils n'ont pas été ratifiés dans les accords particuliers, nous servent aujourd'hui d'éléments de référence central, de piliers de stabilité de nos institutions, puisqu'on a un président qui est légitime et qu'on a toutes nos institutions qui ont dépassé les délais. Et ben, si on ne saisit pas cette occasion, j'ai le sentiment que ça sera la porte ouverte à
des années et des années et des années de cette situation, là où l'État continue à s'émietter, là où les Congolais, et la souffrance des Congolais continue à se généraliser, là où le discours des autorités continue à se radicaliser, et donc je pense quelque chose qui sera dramatique et peut-être même fatal pour notre pays, la RDC. Si vous avez vu des questions, n'hésitez pas, parce que là, il y a des longues questions en plus. Quelles sont les stratégies d'intégration des jeunes dans le développement du pays? La question de la jeunesse, c'est vrai qu'elle est centrale, hein. C'est difficile dans le cas du Congo, là où on se rend compte que euh, tous les projets de développement n'ont finalement été que des slogans. Quand je regarde un peu que on a expliqué à Kinshasa qu'il n'y avait pas d'élection parce qu'avant il y avait le M23 et puis ensuite parce qu'on préférait le développement. Et quand on parle de développement, on parle de fermes comme Bukavu-Nozo. Bon, je peux déjà vous garantir que ce sera déjà un éléphant blanc et que ça ne va pas fonctionner parce que c'est pas comme ça qu'on lance l'économie. C'est pas avec des grands projets publics. C'est pas en lançant beaucoup d'argent à la tête des problèmes qu'on développe une économie. Ou alors avec l'immeuble intelligent. C'est intéressant parce qu'on appelle ça immeuble intelligent et on voit ça comme quelque chose d'extraordinaire. Moi, je vis à Luanda, je pense pratiquement en ville, à un immeuble sur deux qui doit être immeuble intelligent. Je ne vois pas en quoi c'est un phénomène extraordinaire. D'ailleurs, les immeubles devraient être construits par les privés et pas par l'État. Bon, là, c'est un immeuble administratif en l'occurrence. Je serais curieux de savoir combien d'immeubles intelligents ont été construits par les privés au Congo. Ça montrerait un peu l'état, d'abord la confiance du secteur privé dans l'économie et l'état de développement de l'économie. Mais c'est compliqué parce que quand on a un État, un gouvernement qui est obsédé par une surpolitisation de la vie politique, qui est obsédé par un agenda politique et de se maintenir au pouvoir à tout prix, le vrai travail de profondeur, le vrai travail structurel ne se fait pas. Quand je dis ça ne se fait pas, ça veut dire qu'effectivement, la question de la formation des jeunes, de l'éducation, de leur place, de la place et du rôle qu'on leur donne dans cette stratégie de développement, ne sont que des vues de l'esprit. Et aujourd'hui, c'est très compliqué, à part des slogans vides. Je ne vois pas bien quel bilan. Ne fût-ce que, vous savez, il y a des États qui sont des États dans des situations difficiles, qui sont en quasi-faillite ou en situation de guerre, mais au moins il y a une idéologie politique, il y a une vision derrière, là où il y a une vraie place qui est déterminante pour la jeunesse. Vous allez dans des pays qui souffrent beaucoup depuis des décennies, prenez un pays comme Cuba par exemple. À Cuba, vous regardez la place de la jeunesse, la place qui lui est faite, les efforts qui sont consentis, sont des choses concrètes. La culture, le sport, les études, la formation, un pays comme Cuba a, comme on le sait, je pense, le nombre de médecins le plus élevé par habitant de tout le continent américain, nord et sud américain. De ce point de vue-là, force est de constater il y a vraiment, la jeunesse souffre au Congo, il n'y a pas de vision et il n'y a pas d'espoir tant qu'on est dans une situation là où le débat public se limite à essayer de faire de la belle rhétorique comme les communicateurs de la majorité présidentielle. Et pendant ce temps-là, il n'y a exactement aucun travail qui n'est fait. Ou alors quand on a des gouvernements comme ce gouvernement-ci, qui sont des gouvernements pléthoriques, qui sont dans un contexte là où il est absolument impossible de travailler, et du reste avec une situation économique et des recettes fiscales qui font qu'il n'y a, il y a aucun budget susceptible, enfin disponible, qui soit susceptible de développer le moindre plan d'action économique ou social. Il y a Serge Plus Ouais. qui demande pourquoi vous avez attendu longtemps et pourquoi seulement aujourd'hui. Pourquoi j'ai attendu longtemps pour parler publiquement peut-être. Oui. Mais d'abord parce que je suis depuis pas très longtemps sur les réseaux sociaux. Je pense que si on regarde l'historique de mes réseaux sociaux, ça doit faire peut-être 3 ou 4 mois que j'ai commencé les réseaux sociaux. Et donc c'est une culture à laquelle j'étais assez étranger. Et puis en plus parce que j'ai le sentiment que depuis une année, on vient de passer un cap au Congo. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte ou si on on accepte avec un sentiment, une espèce de sentiment de fatalité, que les choses sont comme ça et qu'elles ne peuvent pas changer. Mais effectivement, le Congo vient de passer un cap. On n'a plus de légitimité. On a un gouvernement qui, alors que le serment a été prêté devant tout le monde, devant la nation, devant Dieu, sur la Constitution par le président de la République, qui est censé être un officier militaire, c'est-à-dire avoir un sens de la parole donnée, un sens de l'État, euh,
c'est dédié, c'est-à-dire qu'il a promis de respecter les institutions et il n'a pas permis, en les renouvelant aux échéances prévues par la Constitution, d'en préserver la légitimité. Le seul argument que j'ai entendu au niveau de l'AMP, c'est que le président n'est pas illégitime, notamment parce que il n'est pas le seul à avoir glissé. Et ça, c'est quand même, c'est grave et c'est triste lorsqu'on est congolais et qu'on entend des choses comme ça. Et puis c'est honteux. C'est comme si vous avez un enfant de l'école qui revient de l'école et qui vous dit voilà papa, j'ai eu 0 en mathématiques. Et quand vous commencez à lui faire la morale et à lui expliquer que c'est très mal, il vous explique non mais c'est pas grave parce que j'ai aussi eu 0 en sciences physiques et en sciences naturelles et en français etc., etc. Et ça, je pense que c'est vraiment le niveau 0 de la politique. Ce niveau-là c'est pas tellement une question de médiocrité, c'est une question d'irresponsabilité. Et ça, je suis désolé, mais en tant que Congolais, je ne pardonne pas. Et en tant que Congolais, je me sens dans l'obligation de faire quelque chose. Au moins, le jour où mes enfants, un jour, me poseront la question, ou mes neveux, ou qui que ce soit, ou des jeunes Congolais même me poseront la question dans 10 ans, dans 20 ans, oui, mais au moment où nous avons basculé dans la somalisation, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez dit? Au moins, je pourrais dire, écoutez, j'ai essayé, j'ai parlé à qui pouvait m'entendre, j'ai essayé d'éveiller les consciences, j'ai essayé de proposer des solutions, j'ai essayé de tenir tête aussi, parce que dans ma démarche, il y a ça. Je pense qu'il y a beaucoup de Congolais qui ne peuvent pas aujourd'hui tenir tête au pouvoir, soit parce qu'ils vivent au Congo et ils sont terrorisés par nos institutions qui devraient les protéger, notre police, nos services de sécurité, etc. Et puis aussi peut-être parce qu'ils n'ont pas la voix qu'ils portent. Et puis moi qui ai une certaine surface publique ou un certain profil public, entre guillemets, parmi les Congolais de diaspora, qui aient mes moyens propres, qui ne sont pas au Congo et donc qui ne sont pas à la merci ou qui sont hors d'atteinte des moyens de prédation que développe le pouvoir dans sa culture relativement récente, de tout confisquer, de faire des faux procès, d'arrêter les gens, de les envoyer en prison, etc. Je suis dans une position qui est privilégiée pour affronter, ces hommes et leur dire en face la vérité. Ils ne peuvent pas me faire taire, ils ont essayé déjà par plusieurs moyens, essayer de créer du stress, essayer de créer de la tension. Là maintenant, apparemment, ils sont en train de créer des dossiers contre moi en disant soi-disant que je serais ou un faussaire ou que j'aurais des contacts avec je ne sais quel rebelle en exil. Ce n'est pas le cas. Je vous confirme que je suis je suis un fervent défenseur des solutions pacifiques. Et puis tout ça sont des distractions. Je pense que ce qui est important là maintenant, c'est ce que, pas moi en tant qu'individu, mais nous tous, chacun d'entre vous qui me regardez, qui me suivez, sommes capables et sommes en mesure et sommes prêts à faire pour aider concrètement le Congo. Alors ça peut être, il ne s'agit certainement pas d'aller prendre les armes, il ne s'agit pas non plus d'exprimer une frustration excessive, une agressivité excessive sur les réseaux sociaux, parce que c'est pas ce que je fais, je ne passe pas mon temps à me passer les nerfs sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est avant tout, en âme et conscience, chacun d'entre nous doit définir sa stratégie. Il doit d'abord se définir par rapport à la situation actuelle du Congo, en répondant à un certain nombre de questions. Première question, est-ce qu'on croit dans cette... est-ce que je crois, est-ce que vous croyez dans cette excuse que développe la majorité présidentielle, comme quoi le président n'a jamais voulu le glissement? Ça, c'est une question, je vous laisse répondre. Vous imaginez la réponse que moi, personnellement, j'y ai apportée. Une autre question, c'est est-ce que, peut-être en fonction de la réponse à la première, est-ce qu'on peut encore faire confiance à cet homme pour nous apporter les élections que nous espérons tous et auxquelles nous avons droit? Je rappelle qu'on a une constitution qui a été votée par 85% de notre population. Une troisième question, c'est est-ce qu'aujourd'hui,
sous prétexte que notre classe politique, et c'est vrai pour une grande part, décrédibilisée, parce qu'on a des opposants dont on sait que c'est des opposants professionnels qui essaient juste de faire monter les enchères avant de se vendre au plus offrant. J'aimerais pas commencer à citer des noms parce que ça ne serait pas élégant de ma part, mais je suis sûr que vous avez tous des idées de deux ou trois personnes à qui je pourrais faire référence. Ou alors nous avons des gens qui sont dans la majorité présidentielle et qui préfèrent dire bon, j'attends que les choses changent pour éventuellement me réaligner en fonction du sens du vent. J'ai l'impression que c'est un peu malheureusement la culture de certains de nos hommes politiques. Et donc par rapport à ça, et puis évidemment il y a eu le grand malheur qui a frappé tout le Congo, qui était la mort du patriarche Étienne Tshisekedi. Et tout ça a créé une certaine confusion dans l'opinion et une brèche. Ça a ouvert une brèche dans laquelle la majorité présidentielle s'est engouffrée sans aucun scrupule. Et donc, par rapport à ça, effectivement, il faut se poser cette question. Est-ce que sous prétexte que notre classe politique est décrédibilisée, ça veut dire qu'il ne faut rien faire, il faut tout accepter, et que rien ne peut être fait qui ne soit violent? La réponse à ça, ma réponse personnelle, est absolument non. Il y a d'autres questions auxquelles on doit également répondre. C'est par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qui est en jeu? Et quelle est la question du calendrier et du timing? Qu'est-ce qu'on peut faire et quand faut-il le faire? Et par rapport à ça, j'aimerais attirer votre attention à tous sur quelque chose que j'ai lu beaucoup dans les réseaux sociaux, des jeunes compatriotes, jeunes et vieux du reste, qui me disaient que qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Ça fait plusieurs fois qu'on a essayé le, le- 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 les manifestations pacifiques. À chaque fois que je parle, moi, de la désobéissance civile, il y a beaucoup de gens qui réagissent en disant mais ça ne marche pas, on peut, quelqu'un de violent et d'armé qui tue sa propre population, on ne peut que le chasser par des armes. En l'occurrence, j'aimerais quand même faire remarquer à tout le monde qu'il y a des faits qui sont en train de se passer, qui sont sans précédent par rapport, par exemple, à la position de la Cinco. La position de la Cinco qui est au-dessus de tout soupçon, à mon sens. Hein, on peut ne pas être catholique, mais je pense que c'est vraiment des hommes qui ont montré beaucoup de patience et beaucoup de bonne foi. Et je pense qu'ils ont à cœur pas seulement euh, la défense d'une idée théorique du Congo, mais réellement la somme d'individus et de fidèles que eux croisent quotidiennement dans leur paroisse, dans leurs évêchés, etc. Je pense que la position qu'ils ont prise, qui était tellement forte que je ne vois pas dans quelle mesure elle aurait pu être prise sans un aval du pape, excusez du peu, euh, nous interpelle et doit nous renforcer dans l'idée que le bout du tunnel n'est pas éloigné. D'abord parce que, effectivement, la Saint-Sylvestre, c'était le 31 décembre, ça veut dire qu'il nous reste encore 6 mois. 6 mois au terme duquel se posera un vrai problème de légitimité. Deuxièmement, parce que jusqu'ici, toutes les marches ont été organisées je dirais dans une dynamique politicienne. C'est-à-dire que, par exemple, même la marche qui a échoué le 10 avril était avant tout une marche convoquée par un parti politique. Et je pense que justement, peut-être qu'il y avait un travail au préalable qui n'avait pas été fait à l'UDPS, qui a fait que les gens ont été peut-être surpris et que tout le monde n'a pas suivi en disant mais finalement c'est quel UDPS qui donne les ordres maintenant? Est-ce que le patriarche n'a pas encore été enterré? Est-ce que c'est vraiment le moment de le faire? Et tout ça finalement a beaucoup profité au pouvoir qui a essayé d'interpréter ça comme un désintérêt de la part des Congolais ou peut-être comme le fait que les Congolais sont des moutons. J'ai cru comprendre que le président Kabila était dans une posture aujourd'hui qui était il n'y aura pas d'élection en 2017 et de toute manière les Congolais ne feront rien parce que ce n'est pas des gens qui font quelque chose, ils ne font rien. Ce serait dans n'importe quel autre pays du monde, ils ne laisseraient pas faire, mais là ici on a des gens qui sont des moutons et donc ils ne font rien. Alors je pense que aujourd'hui on a une vraie opportunité de suivre la Cinco, de s'inspirer de leur appel et ça commence avant tout par sensibiliser. Il faut sensibiliser parce qu'effectivement, là maintenant on est 747 ou 748. À 748 on ne peut pas le faire.
Mais si vous faites 748 et que chacun d'entre nous arrive à convaincre une dizaine de personnes, qui arrive à convaincre une dizaine de personnes, et que en plus on n'a pas justement une couleur politique, parce qu'il ne s'agit pas de la promotion d'un parti politique, il ne s'agit pas d'une campagne, moi je ne suis pas en campagne, je ne suis pas candidat au pouvoir, je connais trop le poids de la charge politique pour la prendre à la légère, et donc ce n'est pas ce que je suis en train de faire, je ne suis pas en train d'essayer de me positionner, je n'ai pas d'agenda de ce point de vue-là, parce que j'ai suffisamment de choses à faire dans ma vie, et j'en ai pas besoin en plus. Euh, mais je pense qu'à ce moment-là, le fait que ça soit apolitique, le fait que les églises, et l'Église catholique notamment, soient avec nous pour nous encourager à une mise au point pacifique avec nos dirigeants, mais à leur envoyer un message clair, coordonné et en masse que nous n'acceptons plus le jeu qui est fait avec nos institutions, avec nos textes, avec nos lois, et nous les tenons pour responsables de l'affaiblissement de l'État qui a permis une généralisation des conflits au Congo et un nombre incalculable de tragédies humaines dont ils porteront toujours la responsabilité pour le moins morale. Voilà, est-ce qu'on a d'autres questions qui sont... Alors, c'est marrant, on dit on ne prendra pas Lucifer pour remplacer Satan. Alors, c'est très intéressant parce que je suis tout à fait Francis Mondombo, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, je ne me considère pas du tout ni comme Lucifer ni comme Satan, mais je pense que la question fondamentale, c'est pas qui nous dirige. La question fondamentale, c'est la manière dont celui qui nous dirige est arrivé au pouvoir. Parce que cette manière détermine sa capacité à réformer notre vie politique, notre vie publique, et à mettre au centre de celle-ci un certain nombre de valeurs qui manquent cruellement aujourd'hui. Je pense notamment à l'importance de dépolitiser la vie politique, la vie publique. Au Congo, on a aujourd'hui des petits chefs partout, dans toutes les provinces, dans toutes les circonscriptions, qui arrivent à développer un capital politique et ensuite à le vendre au plus offrant. Et ça rend le jeu politique vicié fondamentalement. Et donc je pense effectivement que c'est une des raisons pour lesquelles je suis contre les mouvements armés. Parce que je ne vois pas l'intérêt de remplacer M. Kabila par un autre M. Kabila, quand bien même ça serait moi. Euh, je ne vois pas si jamais une personne arrivait au pouvoir par les armes, je ne pense pas que cette personne serait la bonne personne pour nous mettre sur le chemin qui doit être le nôtre. C'est-à-dire le chemin du sérieux, de la reconstruction et des valeurs. Et donc effectivement, je suis absolument contre. Je pense que c'est important qu'on ait un processus et un débat électoral avec un vrai débat politique, avec des vraies personnes qui euh, ne s'opposent pas qu'au niveau de la personnalité, au niveau des origines ethniques, mais qui a un vrai débat autour de quels sont les maux structurels du Congo au-delà des problèmes conjoncturels, et un vrai débat d'idées. Et que les Congolais puissent choisir. Les gens disent souvent, oui, mais les gens des campagnes sont des paysans, ils ne comprennent rien, ils n'ont pas de maturité politique, il faut juste leur donner des t-shirts et leur promettre des choses, et puis ensuite, la vraie politique, elle va aller se faire entre nous à Kinshasa. Je pense que je pense que l'élection présidentielle, c'est justement l'opportunité qui est donnée à tous les Congolais de pouvoir faire ce choix. Et vous savez, même quand vous parlez à quelqu'un qui ne parle pas forcément la même langue que vous, mais qui peut vous poser des questions, qui peut vous écouter, qui peut regarder aussi dans vos yeux, est-ce que vous êtes quelqu'un de vrai, quelqu'un de profond, quelqu'un de sincère ou pas, c'est un vrai droit qui est un fondement, à mon avis, de notre République et de notre démocratie. Raison pour laquelle je trouve que c'est absolument impardonnable le jeu que nos politiciens sont en train d'être faits en confisquant ce droit-là aux Congolais. Et c'est très important que ce processus ait lieu pour que la personne qui sera élue ait la légitimité de pouvoir faire le travail de pacification, de réorganisation, de recrédibilisation de notre État, aussi bien à l'intérieur de nos frontières que aussi à l'extérieur. Parce que c'est aussi un drame. Aujourd'hui, nous sommes considérés comme un État voyou. Nos dirigeants sont considérés comme des gens peu respectables, des gens malhonnêtes, des gens manipulateurs et irresponsables.
Et ça, c'est malheureusement une honte que nous devons porter collectivement. Et donc, je suis absolument contre l'idée que quelqu'un vienne au pouvoir par les armes. Par contre, je pense, personnellement en âme et conscience, je ne vois pas comment le pyromane pourrait être appelé pour combattre le feu. Je ne vois pas comment ce pouvoir actuel, et quand je dis ce pouvoir actuel, je parle malheureusement au sens large, et là il s'agit d'une opinion qui est juste personnelle, je ne vois pas comment on pourrait compter avec ce pouvoir-ci, avec M. Kabila, avec la culture de pouvoir qu'il a développée avec nos services de sécurité, etc., pour participer à ce processus électoral. Quand on a, vous savez, quand vous jouez à un jeu de société et qu'on vous attrape en train de tricher, et d'avoir, comme au Monopoly, vous avez pris de l'argent dans la caisse pendant que les autres regardaient à côté, il n'est plus temps ensuite, quand on vous attrape la main dans le sac, de dire écoutez, continuons la partie, c'est pas grave, je garde l'argent qui était là sur la table, mais on va continuer la partie et j'arrête de tricher, on verra bien si ça ira mieux plus tard. Je ne vois pas comment c'est possible pour faire une allégorie un peu plus légère. Euh, et donc ça pose un vrai problème. Ça veut dire que lorsque j'entends les gens de la MP dire les élections avant tout, cap vers les élections, mais on fait les élections sans Katumbi, on fait les élections avec des gens en prison, on fait des élections avec des, des régions entières qui sont mises à sac, à feu et à sang, avec des gens qui, je pense, dans, pour une large partie de l'opinion, sont des tricheurs. Je ne vois pas comment est-ce que ça serait possible d'avoir les élections qu'on veut. On ne veut pas des élections à tout prix, on veut des vraies élections, des élections libres qui permettent d'avoir un pouvoir ensuite qui reflète la volonté populaire et qui, fort de cette légitimité, arrive à remettre le pays sur les rails. Parce que si on considère le bilan à faire de la situation du Congo de 15 ans de M. Kabila au Congo, c'est un bilan dans lequel le passif est disproportionné par rapport à l'actif. Et effectivement, je suis désolé, si on fait le bilan de M. Mobutu, c'est un bilan qui a des points qui sont terribles, qui a des échecs qui sont dramatiques, mais c'est un bilan dans lequel, en tout cas, on a réussi, pendant tout le temps de sa présidence, à maintenir certaines valeurs comme des valeurs prioritaires, comme par exemple l'unité nationale. Euh, Ça aujourd'hui, j'ai l'impression que dans le jeu qui est en train d'être développé au Congo, entre les évasions suspectes des prisons, entre les milices comme des Banamura et des gens comme ça qui disent eux-mêmes qu'ils ont été armés par le pouvoir, je pense qu'effectivement, ça lève des suspicions d'une telle gravité. Je ne vois pas comment, dans un contexte pareil, on irait à des élections qui seraient susceptibles de nous amener la paix et la légitimité dont nos institutions ont besoin. C'est des paroles très graves. Je l'ai dit publiquement parce que c'est important que c'est le moment de parler ou jamais. On a 6 mois maintenant, là où il vaut mieux, comme on dit lors des mariages, dites-le maintenant ou taisez-vous à tout jamais. Donc je le dis, c'est mon sentiment personnel. Ça veut dire qu'avant la phase électorale, dans laquelle, je rappelle, nous ne sommes pas, on nous présente comme un mirage dans le désert à quelqu'un qui est en train de mourir de soif. Vous savez, les mirages, là, on voit de l'eau dans le loin, mais en fait qui ne sont qu'une illusion d'optique qui est faite par l'évaporation de l'air. On nous présente et on nous parle de ces élections, alors qu'il y a une volonté manifeste qu'elles n'aient pas lieu, ou en tout cas que ce soient des élections qui n'en soient pas, c'est-à-dire des élections tronquées, c'est-à-dire des élections de triche. Eh bien, je pense qu'il est important que, par rapport à ça, on considère qu'il y a un moment qui précède le moment de la campagne, qui précède le moment des élections, qui est ce moment du face-à-face entre Joseph Kabila et la nation congolaise. Là, il va falloir que d'une seule voix, d'une voix claire, d'une voix calme, mais d'une voix grave, on lui dise, Monsieur Kabila, nous n'acceptons pas le jeu que vous êtes en train de faire avec l'avenir de nos enfants. Nous n'acceptons pas que vous continuiez à instrumentaliser nos institutions et le malheur de nos compatriotes. Par rapport à ça, nous réclamons que vous respectiez votre serment constitutionnel et que, faisant constat de votre échec à protéger nos institutions en leur permettant d'être renouvelées à échéance prévue par la Constitution, vous en tiriez les conséquences politiques et que vous nous laissiez, entre nous, organiser les élections auxquelles nous aspirons.
Alors j'imagine qu'il y a beaucoup de gens du PPRD qui ont les cheveux qui se dressent sur la tête, qui jurent ils feront la guerre plutôt que d'accepter ça. Par rapport à ça, ce que je pense, c'est que il y a une seule vraie réponse, c'est la réponse que leur réservera la rue et la population. Alors il était important que cette réponse, évidemment, comme nous y ont invité les évêques de la Cinco, soit une réaction responsable. Là où nos responsables politiques sont irresponsables, il est important que nous, les citoyens, soyons responsables. Là où nos responsables politiques sont irrespectueux des droits des biens et des personnes, il est important que nous le soyons. Et il est important que là où ils ne sont pas respectueux des libertés individuelles, nous montrions dignes de cette liberté d'expression qui est consacrée dans nos textes. Et donc, c'est aussi un appel, c'est pas un appel à manifester, mais je pense qu'il est très vraisemblable qu'il y aura des manifestations d'opinion. Je ne sais pas si ce sera des manifestations de rue, parce que je ne suis pas à la commande de cela. Je ne suis qu'une voix parmi d'autres, mais je pense qu'il y aura nécessairement une matérialisation de ce message à nos autorités dans les semaines qui viennent. Ce qui est important, c'est que ce message soit coordonné, que ce message soit fort pour qu'il passe clairement. Si je me rappelle bien, en janvier 2015, on a essayé de changer la loi électorale en catimini un vendredi soir à l'Assemblée nationale. La réponse de toute la population, et je ne pense pas que c'était un parti politique ou une religion ou une origine ethnique en particulier, mais réellement toute la population est descendue dans la rue pour préserver ce qu'elle considère être son bien, le bien commun de tous les Congolais. Et je pense que ce sont des actions de cette nature. Alors évidemment, moi je ne suis pas là pour envoyer les gens en casse-pipe. Vous l'aurez remarqué, je suis dans un immeuble intelligent, mais pas à Kinshasa. Et donc effectivement, il ne m'appartient pas à moi d'appeler des jeunes Congolais ou d'encourager des jeunes Congolais à aller risquer leur vie, alors que moi je suis tranquillement assis à l'extérieur. Ce serait immoral de ma part. Et donc je ne le fais pas. Mais je pense qu'effectivement, avec des politiciens qui sont courageux au Congo, avec des gens de la société civile qui sont courageux, je rends hommage à beaucoup de jeunes, Filimbi, Delucha, beaucoup de jeunes qui ont eu ce courage de porter ce message et réellement de se mettre en danger, de se mettre en péril. Et je pense qu'il faut que d'une manière pacifique, d'une manière responsable, d'une manière grave, nous fassions tout pour qu'on puisse porter ce message. Et je pense aussi que le degré de dangerosité de ce message, au-delà du moment où on va délivrer, la nation congolaise va délivrer ce message, dépendra beaucoup de la coordination, mais surtout de la masse critique. Et c'est pour ça que je dis encore une fois, ce qui est important, c'est pas d'aller faire de la politique sur Internet ou sur les réseaux sociaux et de crier son patriotisme et d'insulter les politiciens. Moi, je n'insulte personne, je n'insulte pas les gens de la majorité présidentielle que je considère être mes adversaires. Nous ne sommes pas en guerre, ce ne sont pas mes ennemis. Je considère que c'est important la question de la masse critique. C'est pour ça qu'il faut sensibiliser tous azimuts. Il faut vulgariser le discours et le message. On est un peu moins d'un millier maintenant à échanger. Et en même temps, on parle français. Il y a beaucoup de gens au Congo qui ne parlent plus français. Et donc c'est très important que chacun qui entend ce message puisse le relayer auprès des siens, expliquer ce qui se passe, expliquer le message de la Cinco, expliquer qu'il ne s'agit pas d'aller remettre quelqu'un d'autre, de refabriquer un autre Joseph Kabila, mais il s'agit plutôt d'un éveil des consciences et de protéger notre démocratie en garantissant, en faisant tout ce qu'on peut faire pour garantir qu'on ait des vraies élections libres. Voilà. Une autre question? Une question. Que pensez-vous de la stratégie actuelle de l'opposition? Alors déjà, je connais mal la stratégie de l'opposition, et puis c'est très... le problème, c'est qu'on a une grande... il y a une grande confusion, en fait. C'est une situation... S'il y a quelque chose qu'il faut reconnaître aux gens de la majorité, c'est qu'ils sont très forts. S'ils étaient aussi forts à développer leur stratégie machiavélique pour éviter les élections et garder M. Kabila au pouvoir, s'ils étaient aussi forts dans le domaine de la reconstruction du pays
et de la gestion du pays. Je vous assure qu'à l'heure qu'il est, on serait probablement au niveau de la Corée du Sud. C'est malheureux, mais effectivement, ils ont développé une stratégie pour se maintenir au pouvoir qui est divisée pour mieux régner. C'est-à-dire qu'ils ont usé essayer de tenter ou de corrompre des politiciens peut-être pas suffisamment conscients de la responsabilité historique qu'ils portent. Ils ont mis d'autres en prison, ils ont envoyé d'autres en exil pour s'assurer justement d'avoir une opposition qui était divisée. Là, je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Étienne Tshisekedi doit être l'objet de tellement de pression et tellement euh, de propositions alléchantes mais contre nature. Et je salue son courage. Réellement, je ne suis pas membre de l'UDPS. Par rapport au Congo, je suis en politique. Et donc, je ne vais pas aller dire je suis pour l'un, pour un parti ou pour un autre parti. Mais force est de constater que lui, qui est dans une position qui n'est pas facile, parce qu'il vient de perdre son père n'a pas été enterré, il a fait déjà l'objet de tellement de trahisons au sein de son propre parti, et aujourd'hui, il doit certainement avoir une opportunité en or d'arriver à être Premier ministre. J'imagine qu'il n'y a rien aujourd'hui que le pouvoir lui refuserait s'il acceptait ce poste d'ici la fin de l'année, de manière à faire le coup de 2016, c'est-à-dire à endormir ou à surprendre l'opinion publique et passer le cap difficile de la fin de l'année pour recréer une soi-disant légitimité qu'on pourra traîner en longueur jusqu'à la prochaine étape de leur plan. Et donc il faut vraiment saluer je salue vraiment le courage et la résistance de Ken Tshisekedi, qui a eu des propos on ne peut plus clairs sur ce sujet en disant il n'y aura pas de troisième dialogue, je n'irai pas et je ne serai pas le ministre de Kabila. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de très encourageant. Et puis, il y a également des gens de l'opposition qui continuent courageusement. Je sais, parfois, on a tendance à les critiquer. Moi, je dis très librement ce que je pense. Je pense que les gens du G7 sont à féliciter. Les gens du G7 ont quitté le pouvoir à un moment. Là, ils auraient pu faire comme tous les autres alliés de la MP. Je ne voudrais pas lancer la pierre, mais il y a des partis qui ont une importance historique au Congo, des partis comme le PALU, qu'on aurait vraiment attendu à des moments aussi brûlants de l'histoire de notre pays. Là, on est au virage d'un retour à la Deuxième République. Si effectivement il est avéré que la MP, M. Kabila et ses acolytes ont saboté le processus électoral, s'il est vrai, ça reste à prouver, hein. Maintenant, chacun des Congolais a le droit de se faire une opinion. Mais s'il est vrai qu'il y aurait eu une instrumentalisation des massacres qui ont eu lieu au Congo par le pouvoir, ça poserait des questions très importantes et qui seraient de nature à entacher des hommes politiques et des formations politiques au passé glorieux qui n'ont pas eu le courage, qui n'ont pas eu la capacité ou la présence d'esprit de prendre leurs responsabilités. Et il faut reconnaître que les gens du G7 ont pris leurs responsabilités. Ils auraient pu rester avec tous les autres de la MP, avec tous leurs avantages, des ministres, des voitures de fonction, du pouvoir, etc. Et ils ont dit non à ça pour une seule raison. Pour une seule raison, c'est qu'ils ont pris conscience au sein de la MP qu'il y avait un plan organisé pour saboter les élections, pour remettre les élections, les renvoyer au calendrier grec. Et ils ont considéré que c'était un crime de haute trahison et qu'ils ne voulaient pas prendre part à cette forfaiture. Ils ont eu le courage de sortir. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez quelqu'un comme le vieux Kiungu, qui est pratiquement embastillé dans sa maison à Lubumbashi, qui a des militaires et des policiers sans cesse qui entourent sa maison, essayent de l'intimider, et il doit vraiment avoir une vie qui est difficile de ce point de vue-là. Je pense qu'on peut vraiment saluer leur effort et puis reconnaître qu'effectivement tout ce qu'ils avaient dit, alors qu'à l'époque on les a accusés de faire un procès d'intention, eh ben, j'aimerais bien entendre maintenant les gens de la majorité présidentielle. Donc c'était vrai, effectivement, c'était un plan et ça vous sert. Et aujourd'hui l'instabilité dans le Kasaï, ça vous permet de dire que mais est-ce qu'il faut des élections sans le Kasaï? Ça permet à des communicateurs de la communication de dire non mais
cette constitution n'est plus adaptée, il nous faut une nouvelle constitution. Et puis comme ça, quand on aura une nouvelle constitution, eh ben, on pourra avoir un nouveau candidat qui sera le même, mais dans une nouvelle constitution. Je pense que c'est un juriste, qui est en plus communicateur, il l'a dit publiquement, donc je ne trahirai pas son nom, Yves Kissombe, que je ne connais pas personnellement, mais qui a envoyé un tweet, je crois, ou en tout cas qui a communiqué sur les réseaux sociaux en disant il nous faut une nouvelle constitution pour la 4e République, avec comme premier président Joseph Kabila Kabange. Ça dit tout. Ça dit tout. Et moi, je pense que même si on va nous dire encore une fois dans un argument très habile, comme les gens de la majorité présidentielle en ont l'habitude, qu'il s'agit là non pas ne parlait pas en tant que communicateur, mais il s'agissait d'un citoyen qui a le droit de penser ce qu'il veut. Moi, je pense que toutes les opinions ne sont pas des opinions. Vous savez, dans le monde, on dit que le racisme n'est pas une opinion comme les autres. C'est pour ça que le racisme est interdit par la loi. Et bien là, en l'occurrence, je pense qu'il y a des opinions qui ne sont pas comme les autres. Aujourd'hui, quelqu'un de la majorité présidentielle qui dit, ben, écoutez, effectivement, il n'y a pas d'élection, donc le président est président à vie, ça n'est pas une opinion comme les autres. Lorsqu'il y a des gens qui disent Kabila peut se représenter, ça ne sera pas un 3e mandat, ça sera le premier cycle d'un nouveau mandat qui effectivement lui donneront 50 plus renouvelables une fois. Je pense que ça n'est pas qu'une opinion, surtout à un moment là où un responsable politique se permettrait de souffler sur les braises alors que le pays est au bord de l'embrasement et au bord du chaos. Donc par rapport à tout ça, je pense que c'est important d'avoir un message qui est très clair pour toute la population. Et par rapport à la stratégie de l'opposition, je pense que maintenant il n'appartient plus à l'opposition. Chacun doit assumer ses responsabilités. On ne peut pas seulement se retourner vers les gens de l'opposition. Ils ont essayé, ils se sont fait piéger, aujourd'hui ils sont embourbés. C'est à l'opinion de prendre le relais. Comme on dit chez les cyclistes, là où il y a quelqu'un qui prend le vent, qui est le leader, qui fait face au vent, et les autres qui sont dans sa roue derrière et qui arrivent à rouler en dépensant moins d'énergie, et bien là maintenant je pense qu'il faut qu'il y ait un relais qui s'opère. Et je pense que c'est l'opinion qui doit entraîner l'opposition et les partis politiques. Et peut-être même, il y a beaucoup de gens de la MP qui se reconnaissent dans mes propos, dans mes critiques, que j'espère constructives, que je veux constructives. Et je pense qu'ils auront tous une opportunité de s'exprimer le jour là où il y aura ce message qui sera délivré de manière forte, pacifique et citoyenne à nos autorités et en premier lieu à notre président de la République. Et j'espère que les partis politiques prendront une place importante dans cette manifestation, donc ce message, dans la manière dont ce message va être délivré, même si je ne pense pas qu'il devrait en assumer le leadership. Je pense qu'il y a d'autres gens qui sont de la société civile, des gens des églises, comme par exemple les évêques, qui ont pris cette position qui était très claire et très courageuse, et je pense sans précédent. Je ne me rappelle pas, je me rappelle pas d'autres exemples dans l'histoire là où l'Église catholique a pris une position qui était aussi forte, aussi politique, aussi engagée. Et ça, évidemment, c'est aujourd'hui nous tous qui en sommes les dépositaires, qui allons devoir en faire quelque chose. Une question? Pensez-vous pas que le Congo n'a pas seulement besoin de chasser Kabila, mais aussi changer le système politique du pays? Absolument, le système politique doit évoluer. On a vu que dans notre système, on a même dans notre culture à nous au Congo, une espèce de rapport au chef, qui est un rapport qui est malsain. Nous-mêmes, nous tendons à recréer les schémas qui nous ont amenés aujourd'hui à avoir un chef qui est isolé dans sa tour d'ivoire, qui décide de ne rien entendre et de prendre tout le pays en otage, et tout le monde suit, on ne sait pas comment dire stop, on ne sait pas comment dire non. Vous savez, il y a un phénomène chez les enfants qu'on appelle le bullying, qui est un phénomène dans les écoles. Et par rapport à ça, il est très difficile de demander à un enfant qui est victime d'abus d'autres enfants de réagir. Il y a un moment là où quand vous vous laissez faire, vous ne savez plus comment réagir et comment vous protéger. Et aujourd'hui, je pense qu'on a cette opportunité-là qui est presque didactique de ce chemin qui nous est tracé par les évêques et par
les gens qui ont le courage de s'avancer, de s'engager dans le débat citoyen. On a parlé des jeunes de Filimbi, de Lucha, et puis il y a beaucoup d'autres ONG qui sont très actives et courageuses dans ce domaine-là. Et c'est ces gens-là, aujourd'hui, dans le Congo, a besoin. On a besoin d'entendre leur voix, on a besoin de les écouter, on a besoin de reprendre confiance, on a besoin de tous se mettre d'accord sur la nature, l'intensité et le format du message qu'on va envoyer avant la fin de l'année au président Kabila. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Si j'ai pas bien répondu, n'hésitez pas Il y a nos jeunes amis de Africa de 243 qui sont là. Alors ils m'aident à voir un peu les questions qui auraient pu m'échapper. Que pensez-vous de l'humanité et toutes ces actions? Alors je ne connais pas les actions de Némoine Nsemi, c'est compliqué parce qu'on est dans le domaine religieux. Et donc je voudrais pas offenser les gens. Je me méfie. Je pense qu'on vit dans un État laïque et d'une manière générale, je suis contre tout mélange entre le pouvoir et la religion. Je pense que c'est un mélange dangereux. Je suis très inquiet de la situation actuelle parce que je ne vois pas comment il est possible dans un État normal. Là, je crois encore, peut-être qu'il faudrait contacter le Guinness Book des records. Je ne sais pas s'il y a déjà eu dans un pays des milliers d'évasions en quelques semaines, comme ça a été le cas au Congo, et que ça ne fasse même pas sourciller le gouvernement. Donc le président n'en parle pas, il n'y a aucun ministre qui démissionne. Monsieur Tchibala, il est ministre depuis maintenant quelques semaines, je n'ai jamais entendu le son de sa voix. Donc depuis qu'il est sorti, en fait, je l'ai déjà entendu, je crois, en prison, ou quand il est sorti de prison, là où je pense qu'il a été assez courageux. Et je ne comprends pas à quel point on peut changer du tout au tout. Aujourd'hui, lui est originaire du Kasaï, je n'ai pas entendu un mot sur les massacres et les souffrances du peuple kassaïen. Je ne peux pas me l'imaginer, je ne peux pas me l'expliquer. Il y a des milliers de prisonniers, dont certainement des bandits qui sont enfuis. Je pense qu'il n'y a même pas un dixième qui a été récupéré. Donc ça veut dire qu'il y a tous ces bandits qui sont aujourd'hui lâchés dans les rues de nos villes. Et nos citoyens sont à leur merci, sans que les autorités ne fassent un commentaire. Le président de la République n'en a pas parlé, bon, lui ne parle jamais, donc c'est pas compliqué. Le monsieur Tchibala, on n'a jamais entendu le son de sa voix depuis qu'il est Premier ministre, donc c'est pas compliqué. Les porte-paroles du gouvernement ou de la majorité, bon, c'est des grands rhéteurs, donc ils maîtrisent vraiment le français, mais souvent pour plutôt contourner les questions que les adresser. Et puis, évidemment, un ministre de la Justice qui est plus occupé à essayer de monter des dossiers contre des opposants politiques plutôt que d'assumer ses responsabilités, qui sont importantes, les responsabilités de son ministère et d'assumer la responsabilité de ce fiasco sans précédent, des milliers de gens qui sont dans des milliers de prisonniers qui sont évadés. Et ça m'inquiète par rapport à Némoine Nsemi parce que effectivement, les gens qui sont restés dans la prison ont témoigné à quel point c'était une attaque coordonnée. Là, on l'a fait sortir, lui et je sais pas comment on les appelle, les membres de sa religion, de sa secte religieuse, je sais pas comment on les appelle. Je ne veux pas leur manquer de respect, mais je pense que il s'agit en l'occurrence d'une secte, donc je sais pas, c'est un gourou lui, donc j'imagine ses disciples. Et on entend de plus en plus de bruit, parce qu'alors ça c'est un autre problème qu'il y a au Congo. Il faudra vraiment veiller à restructurer les services de sécurité, parce que j'ai l'impression on a quand même le pays qui a les services de sécurité possiblement les plus nuls de la planète. Incapable de travailler sans qu'il y ait des fuites, sans que on n'arrête pas de m'envoyer des messages pour me tenir au courant de ce qui se trame. Et j'ai notamment reçu un message qui m'a beaucoup inquiété. Donc alors on va me dire encore que c'est un procès d'intention, mais je le dis publiquement, donc ça pourra être vérifié dans les semaines qui suivent. Alors il se dit que Némoine Nsemi aurait donc été exfiltré de la prison par des gens des services de sécurité, que lui et les membres de sa secte seraient en train d'être armés pour créer de l'instabilité dans le Bas-Congo, avec une stratégie qui est un peu la même que dans le Kasaï, c'est-à-dire créer le chaos et donc des conditions qui rendraient les élections impossibles.
Et en même temps, étant donné qu'il y a deux frontières au Bas-Congo avec l'Angola, une qui est avec l'Angola du sud, donc les provinces de Ouige et Zaïre, et une avec Cabinda, et qu'effectivement il y aura une stratégie pour essayer d'attirer les forces angolaises sur l'échiquier congolais. Alors ce ne sont que des rapports qu'on me fait, des informations qu'on m'apporte. Ce ne sont pas Ouais, je suis désolé, j'ai l'impression qu'on a eu un petit problème de connexion. Mais bon, donc je reviens à ce que je disais, c'est important, il ne s'agit pas d'allégation de ma part, il ne s'agit pas d'accusation de ma part, je n'ai absolument aucune preuve, il s'agit juste d'informations qui me reviennent et on peut en croire ce qu'on veut, je suis relativement bien informé. Euh, et ça serait effectivement très grave. Ça serait très grave parce que ça voudrait dire que si la stratégie de l'ANP, c'est la stratégie de la terre brûlée, on serait effectivement dans une situation, ni plus ni moins, de ce qu'on appelle un crime de haute trahison. Alors on n'en est pas là, mais sincèrement, lorsque je vois les rapports qui ont été faits à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, lorsqu'ils ont fait leurs enquêtes dans les camps en Angola, c'est du domaine public, et je pense que le président de cette commission en a fait un rapport aux médias. C'est effectivement excessivement inquiétant d'entendre qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont des Banamura, qui ont été armés par l'ANR, qui ont été armés par la DGM, à qui on a donné des tenues paramilitaires et qu'on a transportés en camion ou en avion dans les Kasaï et qui se sont livrés à des abominations, parce que c'est fondamentalement des Bakatakatana, euh, des gens comme des Gédéons. Alors on peut me dire, oui, c'est du n'importe quoi, vous dites n'importe quoi pour essayer de salir le gouvernement, mais j'aimerais bien que chacun des Congolais qui me suit réfléchisse en âme et conscience, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un gouvernement qui met un criminel de guerre aussi dangereux et atroce que Gédéon, qui a commis des faits avérés de viol, de meurtre, de torture, de cas de cannibalisme, de tuer des femmes enceintes, des fœtus, etc. C'est-à-dire le pire, les pires crimes qu'on puisse commettre. Comment un tel homme a été installé dans une villa à Lubumbashi et lui-même a répondu, j'ai entendu à la radio, comme beaucoup d'entre vous, lorsque un journaliste étranger l'a appelé, qui a répondu clairement, non, non, je suis à Lubumbashi, et je soutiens le président Kabila, je vais faire un parti politique pour le soutenir. Nous sommes tous Congolais, nous connaissons la mentalité congolaise, nous savons bien ce que ça veut dire. Et là, effectivement, j'accepte, faites-moi un procès d'intention. Je pense effectivement, et je condamne le gouvernement, et je condamne M. Kabila, d'avoir fait alliance avec quelqu'un qui a tué des Congolais, et qui est de nature à continuer à tuer des Congolais. Et par rapport à ça, j'espère que je n'ai aucun doute que toute la vérité sera faite. La vérité sera faite. Et il sera très difficile de cacher, même si aujourd'hui je vois qu'il y a une réjouissance malsaine de la part du gouvernement de M. Tshibala euh, par rapport à cette requête ou à ce combat que menait son gouvernement afin qu'il n'y ait pas d'enquête indépendante pour la situation du Kasaï. Je pense qu'il sera impossible, j'aimerais rassurer tous ces messieurs, notamment les communicateurs, il sera impossible de cacher le détail des horreurs qui ont été commises et la responsabilité, directe ou indirecte, pas seulement collective du pouvoir, mais individuelle, de chacun de ceux qui auraient ou pris une part directe, ou même qui seraient complices de ces crimes imprescriptibles. Donc, je pense que la majorité présidentielle devrait avoir le triomphe un peu plus modeste, notamment parce qu'il s'agit de la mort et du sang de nos compatriotes.
Voilà. J'ai l'impression qu'on a fait 1 heure. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une dernière question, peut-être? Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé? Euh, que pensez-vous des actions des Congolais de la diaspora en Europe, non, les combattants? Mais, vous savez, il y a eu cette question qui a été posée par rapport au concert de Fally Ipupa. Euh, et c'est important que nous tous, les Congolais, au niveau de l'opinion, euh, nous prenions le temps de réfléchir exactement à ce que nous voulons, ce pourquoi nous nous battons. Et notamment ceux d'entre nous qui ont été courageux. Il faut dire, les combattants, c'est des gens qui ont décidé de faire quelque chose pour leur pays. Ils pouvaient passer leur temps libre à faire d'autres choses personnelles pour leur temps libre et ils ont décidé depuis des années d'essayer de faire ce qui était à leur portée pour qu'on n'oublie pas le cas du Congo et que la démocratie puisse un jour triompher pour le mieux-être de tous les Congolais. Et de ce point de vue-là, c'est très difficile de leur lancer la pierre. Cela dit, il faut aussi considérer que ce concert de Fally Ipupa était un concert, je crois, qui était fait en partenariat avec l'UNICEF, je pense, et qui avait donc une dimension de bienfaisance. Alors effectivement, ça fait une caisse de résonance encore plus grosse au fait qu'il y a des problèmes au Congo et que ce qui se passe au Congo est anormal. Mais je pense qu'il faut qu'on essaye progressivement de trouver une autre manière d'exprimer à la fois notre frustration, mais aussi de vivre notre engagement pour le Congo. Et de ce point de vue-là, je crois qu'on est aussi en train de tourner une page et de vivre maintenant une nouvelle époque. Le Congo, il a besoin de sa diaspora. Moi, je vois le pouvoir actuel qui est en train d'essayer de diviser les Congolais. Je vois que tous les jours, on nous sort des histoires, ah, toi, tu n'es pas congolais, à toi. Cette histoire de la congolité, on l'a déjà vu vivre en Côte d'Ivoire. On sait que ça n'apporte que la destruction. Et la personne et ceux qui perdent dans cette question-là, dans ce débat-là, c'est le pays lui-même. Ce sont les citoyens de ce pays-là. Et les Ivoiriens ont payé très cher ce petit jeu politique vicieux. Et c'est important que nous nous protégions de ça et que nous ne rentrions pas dans ce jeu-là, même s'il y a de fortes tentations, et il y a de fortes tensions. Même quand on regarde la situation dans l'Est de notre pays, il y a de fortes tensions. C'est très difficile aujourd'hui de dire comment est-ce qu'on va vivre tous ensemble. Mais je crois qu'il faut, le premier pas, c'est peut-être de s'inspirer beaucoup plus de l'approche des évêques, qui est une approche de paix et une approche de réconciliation. Il y a des moments dans la vie d'un pays là où tous les membres d'une nation peuvent se retrouver autour de certains idéaux forts, dans des moments historiques et dramatiques de la vie d'un pays, là où toutes les barrières, qu'elles soient politiques, qu'elles soient d'âge, qu'elles soient de sexe, qu'elles soient d'origine ethnique, sont effacées, parce que tous nous sommes appelés à participer en tant que citoyens concernés par l'avenir de nos enfants. Et de ce point de vue-là, je pense que la diaspora a un grand rôle à jouer et il faut d'abord saluer ses efforts, son amour pour la patrie. Et puis je pense qu'il faut qu'on développe une culture au Congo, là au lieu de diviser et de jouer sur nos faiblesses, nous commencions à réunir, unir et jouer sur nos forces, ce que malheureusement le PPRD, l'AMP, M. Kabila et ses alliés n'ont jamais réussi à faire. Aujourd'hui, on parle encore de Congolais. On ne m'a pas posé la question, ou en tout cas je ne l'ai pas lu, peut-être que ça faisait partie des quelques insultes qui auront pu apparaître ça et là. Sur la question de ma nationalité, par exemple, moi effectivement j'ai une mère européenne, j'ai un père congolais, je pense que tout le monde connaît. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de Congolais qui vivent à l'étranger depuis que notre pays est pratiquement en faillite depuis les années 80. Il y a tellement de Congolais qui sont partis à l'étranger et qui ont eu des enfants à l'étranger, des enfants congolais ou des enfants métis, qui sont des enfants qui ont étudié, qui sont brillants dans les sports, qui ont des carrières politiques, pardon, des carrières professionnelles extraordinaires, qui sont des vrais atouts, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un système éducatif au Congo qui est en panne, qui n'arrive pas peut-être à générer suffisamment d'intellectuels et de gens avec la capacité de travailler dont on a besoin aujourd'hui par rapport aux défis économiques de notre pays et des sociaux de notre pays. Et donc il faut qu'on joue sur nos atouts. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des enfants qui sont nés de pères et de mères congolais en Scandinavie ou aux États-Unis ou en Australie? Il y a des Congolais dans tous les pays de la planète. Moi, je voyage beaucoup
Je trouve toujours des Congolais. J'ai trouvé un Congolais quand j'étais en voyage de noces à Tahiti, à Bora Bora, un Congolais. S'il me suit, je le salue. Euh, Est-ce que ces gens sont moins Congolais que vous et moi? Et est-ce que surtout ces enfants qui n'ont jamais vécu au Congo, qui ont une nationalité étrangère, qui parlent peut-être pas leur langue, mais je vous rappelle que le français est quand même une de nos langues officielles, qui ne parlent pas peut-être une de nos langues ancestrales, et même pas le lingala. Est-ce que ça veut dire qu'ils ils en sont pour moi moins congolais que d'autres? Est-ce que ça veut dire qu'il serait intelligent de la part du Congo de se priver de, du concours et de la contribution de ces jeunes Congolais qui ont été exposés à d'autres expériences, qui ont un savoir-faire que nous n'avons pas au Congo, à un moment où nous avons tellement cruellement besoin des cerveaux et des bras des Congolais. Moi, personnellement, je ne le pense pas. Alors, je ne veux pas commencer à rentrer dans ce débat parce qu'effectivement, il y a une loi, il y a une constitution avec une loi sur la nationalité qui est suffisamment claire, même si cette loi, j'aimerais le rappeler, n'est pas appliquée. Et je pense qu'on a parlé de cette question, peut-être une question avant de finir que j'aimerais aborder, cette question par rapport à Moïse Katumbi. Et je sais qu'on est en train de beaucoup instrumentaliser maintenant la question de sa nationalité. Moi-même, dont vraiment je pense qu'on ne peut pas douter du fait que j'ai des origines congolaises, je pense que tout le monde sait qui est mon père. J'ai découvert il y a quelque temps qu'il y avait même un arrêt de bus, un quartier je ne sais quoi encore à Kinshasa, à Kimanseke, mais j'ai aussi entendu, oui, voilà, donc quartier de Kolo. Donc j'aimerais bien entendre quelle est cette personne de l'AFDL ou de l'AMP ou de je ne sais qui peut venir me dire que je ne suis pas congolais. Euh, je sais qu'on est en train de chercher tous les moyens parce qu'il y a des gens qui ont peur que j'ai en fait des ambitions politiques. Et ils disent, voilà, quelqu'un qui a peut-être des moyens, peut-être intellectuels, qui a des moyens peut-être financiers et matériels, qui peut-être arriverait à délivrer un message qui pourrait convoquer, qui pourrait sensibiliser une masse critique de Congolais et qui pourrait poser un problème lors des élections. Et je peux vous confirmer que tout est en train d'être fait pour essayer que je ne puisse pas rentrer au Congo, que je ne puisse pas m'enrôler, que je ne puisse pas participer aux élections, éventuellement me présenter. C'est exactement la même chose qui est en train d'être fait avec Moïse Katumbi. C'est quelque chose qui est tellement cousu de fil blanc. Si encore c'était la première fois, malheureusement, ce pouvoir nous a habitués à ces manipulations et ces abus divers et de toutes sortes, et donc il a perdu toute crédibilité par rapport à ce dossier sur lequel j'ai entendu M. Tamboué, je pense qu'il a perdu tout sens. J'ai dit que j'allais insulter personne, mais là, sincèrement, il l'a dit publiquement et je suis absolument choqué. Il est prêt vraiment à tout faire pour essayer de, de plaire ou de servir ses maîtres. Euh, je pense que de la même manière, il a joué un rôle terrible pour son pays euh, lors de la transition politique de M. Mobutu, qui aurait dû partir bien plus tôt que 97, puisque déjà en 92 ou 93, tout le monde était bien d'accord à la CNS que tout ça devait terminer, qu'il fallait qu'il y ait une alternance, une normalisation et une démocratisation de la vie politique. Mais également, bon, je ne veux pas tirer sur l'ambulance, parce que je conçois bien qu'il était juste porte-parole et qu'il n'a jamais eu le courage de porter une arme en s'engageant aux côtés des rebelles. Euh, mais je considère que s'il devait y avoir une loi qui prévoit la déchéance de nationalité, je pense qu'il serait probablement un des premiers candidats pour la déchéance de nationalité au vu de ce qu'il a fait dans cette rébellion dont tout le monde sait qu'elle a été instrumentalisée et armée par les Rwandais et au jeu vicieux qu'il est en train de faire maintenant pour saboter nos institutions. Alors, je ne voudrais pas manquer de respect à l'institution du ministre de la Justice, mais j'ai l'impression que c'est la personne même qui manque de respect à cette institution et donc je lui suis moins redevable en tant que citoyen que lui ne me l'est. Alors, effectivement, par rapport à cette question de Moïse Katumbi, euh, soyons très clairs, Moïse Katumbi n'est plus congolais, soi-disant, depuis le moment là où il représente un espoir pour la démocratie au Congo, un espoir pour avoir des élections et un potentiel, alors vous n'êtes pas tous des katumbistes, je l'entends bien,
Il y a des gens qui sont des gens remarquables, qui ont déjà présenté leur candidature. Je pense à quelqu'un comme M. Matungulu, je pense, un style qui est tout à fait respectable et quelqu'un qui a un CV qui est éloquent, qui parle pour lui-même. Il y a des gens très courageux, des gens aussi avec une vraie colonne vertébrale, des gens comme des Martin Fayoulou, des gens comme ça. Donc il ne s'agit pas de faire du pro-katoumisme, mais ce que je dis, c'est qu'effectivement, Moïse Katumbi représente aujourd'hui un vrai danger pour le pouvoir. Et donc, on va nous sortir des dossiers à dormir debout, sans aucune vergogne, les uns après les autres. Là où même on a eu... Alors c'est très intéressant parce qu'en tant que ministre de la Justice, il a passé beaucoup de temps à expliquer que M. Katumbi ne pourrait pas se présenter. Parce que soi-disant, il aurait lui des éléments, ou le procureur général de la République aurait des éléments comme quoi il y aurait une copie de son passeport. Mais de deux choses l'une. D'abord, je pense qu'il doit y avoir au moins un bon quart de nos politiciens qui ont une double nationalité, soyons clairs. Et je pense que tous les politiciens, notamment l'Assemblée nationale, s'étaient bien mis d'accord pour qu'on évite ce sujet douloureux. Parce que si on avait dit à tout le monde, écoutez, pour avoir un mandat électif au Congo, même si vous avez une autre nationalité, il faut vous en défaire, je pense qu'il y aurait beaucoup de gens qui auraient préféré aller toucher des acédiques en Europe. Deuxièmement, je constate que lorsque ça a été le cas pour euh, le précédent ministre, comment s'appelait le précédent ministre aussi de l'UDPS? J'ai oublié son nom, vous m'excusez. Peut-être quelqu'un peut me le... Oui, Sami Badibanga, exactement, pardon. Pardon. Sami Badibanga, effectivement, là on a trouvé une solution qui apparemment était complètement illégale, qui était grosso modo de lui faire signer un document comme quoi il aurait abandonné son autre nationalité, belge apparemment. Et c'est incroyable que il y a un dédoublement de personnalité, un manque de responsabilité, un manque de sens de l'État, un manque d'éthique tellement fort que M. Tamboué fasse toute une interview à la presse en expliquant les raisons pour lesquelles M. Katumbi ne pourrait pas se présenter à l'élection présidentielle, alors que ça n'a posé problème pour aucun autre mandat électif ou non de notre classe politique. Je pense que ça montre le manque de sérieux, le niveau de machiavélisme et de manipulation auquel la majorité présidentielle est prête. Et puis, enfin, sur cette question de Moïse Katumbi, j'ai le sentiment que, en tant qu'avocat, qui comprend ce que signifient les mots éthique et déontologie, je ne vois pas comment il est possible qu'il invite Moïse Katumbi à rentrer au Congo et à faire face à ses juges, alors que la juge qui a produit sa condamnation à 3 ans dans cette affaire Stupis a témoigné elle-même qu'elle avait fait le pistolet sur la tempe. Et en l'occurrence, le pistolet de M. Kalev Moutonde, qui est le chef de l'ANR, comme tout le monde sait, de triste réputation. Et cela directement coordonné, apparemment, par le chef de l'État. Je trouve que ça le rabaisse beaucoup, Monsieur Tamboué. Je trouve aussi que, et ça je lui en veux personnellement, il rabaisse l'image du Congo, il rabaisse l'image de nos institutions, et je pense que c'est là où il est important que tous les Congolais aujourd'hui vraiment signent la fin de la récréation en disant ça suffit, l'amateurisme, la médiocrité et les clowneries euh, dans un contexte aussi dramatique là où les Congolais meurent, c'est-à-dire qu'à chaque fois que notre gouvernement et notre gouvernement s'affaiblit, se décrédibilise euh, par rapport aux institutions, à tous nos partenaires internationaux, eh bien, il y a plus d'instabilité. Quand il y a moins d'État, il y a plus d'instabilité. Quand il y a plus d'instabilité, eh bien, il y a plus de souffrance et il y a plus de morts. Et moi, je fais un lien direct entre la restauration de l'autorité de l'État par des élections vraies qui interdiraient à ceux qui ont triché de continuer à saboter ce processus,
et les grandes turpitudes, les grandes souffrances que subissent, les grandes violences que subissent nos populations. Et il ne s'agit pas seulement, je le répète, d'une situation actuelle, parce que quand vous avez des millions d'enfants qui ne sont plus en mesure d'aller à l'école, qui n'ont connu que la violence, les viols, les meurtres, qui ne parlent pas français ou anglais, qui maîtrisent peut-être 500 mots de vocabulaire, sont des enfants qui demain seront des adultes, que nous n'aurons pas les moyens, nous, le Congo, je parle d'une responsabilité collective du Congo, n'aurons pas les moyens de les intégrer socialement, professionnellement, n'auront ni les moyens financiers, ni les moyens humains, ni peut-être même les moyens moraux d'intégrer tous ces gens-là. Et ça veut dire qu'effectivement, on va devenir un pays qui, comme la Somalie, vous pouvez envoyer l'armée américaine en Somalie, ils n'ont pas réussi à pacifier la Somalie, tout simplement parce que le mal a été semé dans le cœur de chacun de ces Somaliens qui ignorent toutes les valeurs humaines qui auraient pu lui être enseignées dans son foyer, vu qu'il a grandi sans maison, les valeurs civiques et patriotiques qui peuvent être lui enseignées à l'école et dans le cadre de la vie démocratique de son pays. Et ça, c'est un poids terrible. Et j'aimerais, s'il y a dans les gens qui me suivent et qui m'écoutent, des gens qui sont aujourd'hui en train de se poser des questions par rapport à leur engagement auprès du pouvoir actuel ou leur silence par rapport à la situation qui se passe, j'aimerais qu'ils trouvent le courage de se regarder dans la glace et d'écouter, de s'écouter et de réfléchir au plus profond d'eux-mêmes à l'importance qu'ont les 6 mois que nous allons vivre maintenant et l'importance que le pays puisse compter sur chacun de ses enfants pour que dans la paix, dans l'ordre, dans le respect des règles civiques et citoyennes, la population et la nation congolaise, la population de toutes les villes du Congo, des villages, dans les provinces, puissent reprendre le destin de notre pays en main, qui a bien besoin qu'on s'occupe de lui et qu'on se remette au travail et qu'on se remette à l'aimer et à le respecter. Voilà, j'ai beaucoup parlé, on avait un rendez-vous d'1 heure, on a fait 1h20, j'ai essayé de répondre au plus de questions possibles. Alors je vois fausse commune de Maluku oubliée, alors avec 3 personnes qui pleurent. Alors Claude Chatour, une fausse commune. Alors les fausses communes de Maluku, alors si c'était que les fausses communes, mais malheureusement si on devait faire égrener le chapelet de tous les crimes et les catastrophes humanitaires dans lesquelles on suspecte, et il y a des raisons, il y a des éléments probants qui nous permettent de suspecter, sinon la main active, au moins le concours indirect, c'est-à-dire la complicité de nos autorités, et qui établirait le fait de cette haute trahison et de ces crimes imprescriptibles, on n'en sortirait plus. Et effectivement, on se rend compte qu'il y a une vraie machine de communication de la MP pour faire oublier aux gens tout ça, toutes les promesses, tout ce qu'on avait dit. Et puis un jour, du jour au lendemain, on fait toutes les négociations, on promet qu'il y aura des élections. Monsieur Mende, qui en tant que porte-parole, ils vont encore me dire que non, ça c'était dans son temps libre à la télévision, il donnait son opinion de citoyen, mais il a dit, je crois, cette année sera une année électorale, 2017 va se terminer, ce ne sera pas une année électorale. Et les seules guerres qui ont eu lieu, ce sont les guerres que vous avez laissées se créer ou que vous avez créées vous-même. Et donc l'opinion jugera, le peuple jugera. Un jour, les tribunaux jugeront. Et donc je pense qu'il n'est pas trop tard pour que tout le monde revienne à la raison et se dise il y a beaucoup de crimes qui ont été commis et il y a un vrai risque qu'il y en ait beaucoup d'autres qui soient encore commis dans les mois à venir si nous ne réagissons pas, si nous ne suivons pas l'appel de nos évêques de la Synco et que nous ne reprenions pas
dans la paix et l'ordre, le destin de notre pays. Je pense que Étienne Tshisekedi avait certainement cette idée à l'esprit lorsqu'il a prononcé les mots prenez-vous en main. Alors je ne reprendrai pas, je ne commenterai pas, parce que je pense que Laurent Désiré Kabila l'a dit également, mais je préfère évoquer la mémoire d'Étienne Tshisekedi plutôt que celle de Laurent Désiré Kabila en l'occurrence. Je m'en excuserai. Voilà, mais écoutez, je voulais vous remercier, c'était un échange qui était très intéressant. Peut-être qu'on aura l'occasion un jour de le refaire. En tout cas, moi je suis disponible, comme vous l'aurez compris. Euh, j'ai décidé que M. Kabila avait franchi une ligne rouge et que je ne pouvais plus me taire, je ne pouvais plus être silencieux. Je n'ai pas d'agenda politique, donc inutile de me demander mon programme politique parce que je ne me présente à aucune élection. D'abord parce qu'il n'y aura pas d'élection, il n'y a pas d'élection. Aujourd'hui, c'est encore une carotte qu'on essaie de tendre, mais qui ne sert que à nous faire avancer dans la direction dans laquelle on essaie de nous faire avancer. Et c'est effectivement vrai, l'image n'a jamais été plus vraie que la carotte et le bâton, avec M. Kabila qui est assis sur le dos du Congo, qui en l'occurrence dans cette image-là serait l'âne, malheureusement. Mais voilà, donc j'ai décidé de ne plus me taire, quelles que soient les conséquences. Je vous engage tous et je vous encourage tous à continuer à soutenir ceux qui ont le courage de parler, nos évêques de la Cinco, les jeunes qui ont le courage de s'exprimer, aussi sur le terrain, parce que là, c'est là que ça se passe. Et je vous engage à parler avec vos voisins, dans les universités, avec vos amis, à la sortie de l'église, parce que si le Congo et les Congolais ne se prennent pas en main en 2017, je crains que la prochaine opportunité de se prendre en main pacifiquement et de remettre notre pays sur les rails sera vraiment dans trop longtemps. Et dans trop longtemps, et peut-être que le Congo n'y survivra pas. Donc voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite un très bon week-end. Merci à tous de m'avoir posé des questions et d'avoir réagi à mes commentaires. À bientôt.